Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence qui porte sur la mort, on en parle et on agit aussi dans l'économie sociale et solidaire, donc qui est un événement organisé par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France et en partenariat avec l'école Sciences Po Lille. Donc tout d'abord, pour se présenter, on est Camille et Céleste, on est étudiante à Sciences Po Lille en 5e année et on est en charge d'animer ce webinaire dans le cadre d'un projet commun tutoré entre la CRES et Sciences Po Lille. Donc déjà, on tenait à remercier les intervenants et les intervenantes qui vont pouvoir s'exprimer, d'avoir accepté d'être présents aujourd'hui. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous semblait un petit peu important de revenir sur les enjeux de cette conférence, de ce webinaire, pourquoi ce sujet a été décidé. Donc, on va revenir sur qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire, pourquoi justement associer la mort et l'économie sociale et solidaire? Pourquoi ce webinaire? Quel est le rapport aussi entre l'économie et la mort? Parce qu'en effet, il y a un ensemble d'acteurs et de structures économiques qui œuvrent au quotidien pour un confort de fin de vie pour les proches. Et pour l'économie sociale et solidaire, il s'agit donc d'agir de façon juste, équitable et aussi durable, et donc de se tourner vers un modèle plus durable et d'accompagner au mieux les proches. Mais qui sont justement ces acteurs qui agissent pour le secteur funéraire dans l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France? Donc, pour répondre à ces questions et à vos questions, la parole sera donnée tout d'abord à Séverine Mazurel, cofondatrice de la coopérative funéraire de Lille, donc qui répondra à la question comment construire un autre modèle économique autour de la mort et une autre approche plus durable. Puis, Michaëlle Desquirez s'exprimera sur les acteurs venant en aide aux proches. Elle est présidente de l'association Vivre son deuil. Ensuite, nous aurons Marie Salmon, cofondatrice de Alana, qui interviendra pour évoquer l'apport du digital et en quoi le digital peut aider dans le processus de deuil. Et enfin, pour finir, le docteur Pierre Valette, chef du SAMU 62, du centre hospitalier d'Arras et docteur en philosophie, qui interviendra en tant qu'expert pour Sciences Po Lille et évoquera les enjeux sociaux et économiques à ce sujet. Super, merci beaucoup. Nous nous permettrons également d'ajouter que si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit durant le webinaire dans l'onglet discussion. Et comme l'a déjà précisé Rachel, ce webinaire est enregistré pour être diffusé. Avant de commencer, nous allons donner la parole à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France, qui est représentée par Rachel Debrinca, qui va vous présenter la structure, ses enjeux, mais aussi le mois de l'économie sociale et solidaire qui a lieu en ce moment même. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre participation. Merci à l'ensemble des intervenants qui ont répondu présents pour ce webinaire. Et merci à Camille Céleste, donc 2 étudiantes en master communication et médias à Sciences Po, et à Xavier Nalpas qui est aussi avec nous à la manœuvre et qui est en charge de la formation continue à Sciences Po. Ça illustre bien le partenariat que la CRES a avec Sciences Po Lille au long cours, où l'idée c'est de sensibiliser à l'ESS, de donner les outils pour que celles et ceux qui sont sensibles à ce mode d'entreprendre autrement qu'est l'ESS aient les outils pour faire. En quelques mots, la CRES, c'est la maison commune de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, ce sont des acteurs, si on les regarde sous les lunettes de leur statut, très divers. Il y a des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, des sociétés commerciales de l'ESS. Et aussi différentes qu'elles puissent être, elles se retrouvent tous autour de 2 piliers fondamentaux. Le partage du pouvoir dans la structure, de l'individu qui est dans la structure ESS, et le partage des richesses avec une lucrativité nulle ou limitée, où l'argent est reversé finalement, le bénéfice au service d'un projet. Alors les CRES, il y en a partout en France, et il y en a une donc en Hauts-de-France. Et leurs missions sont dessinées, fixées par la loi 2014. Les 4 grandes missions,
c'est être porte-voix, faire le plaidoyer pour ces acteurs de l'ESS, être soutien, être en appui au développement de ces acteurs, être aussi en observation et voir les grandes tendances qui se dessinent pour ces acteurs et aussi faire de la promotion. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'on fait ce webinaire, la promotion, et dans le cadre du mois de l'ESS, 30 jours où on peut voir les initiatives, la richesse des acteurs partout en France et aussi en région. Et donc, jusqu'au 30 novembre, vous pourrez encore assister à de nombreuses conférences, à des ateliers. On a un événement de clôture aussi qu'on organise avec Sciences Po à Sciences Po sur l'éducation. Donc, je vous laisserai en tout cas regarder attentivement l'agenda du site du mois de l'ESS, un site dédié donc à ce mois. Et donc, ce mois de l'ESS sert aussi à montrer le poids de l'ESS. En région, c'est 10% des emplois. Et puis, montrer aussi que l'ESS, c'est dans notre quotidien, c'est partout. On consomme ESS quand on va dans une coopérative, on étudie aussi dans des structures qui sont l'ESS. Excusez-moi. On confie nos enfants dans des crèches d'économie sociale et solidaire, et puis on confie aussi nos proches en fin de vie dans des structures médicalisées ESS. Finalement, l'ESS est partout dans notre vie, à la mort, et on a voulu vraiment s'intéresser à cette thématique de la mort, à la thématique funéraire aussi, un sujet dont on parle beaucoup moins, mais qui à un moment, quand on y est confronté, finalement, on doit se poser aussi des questions. Et dans notre région, on a des acteurs de l'ESS qui œuvrent pour un modèle socio-économique différent, qui ont des réflexions différentes sur l'évolution climatique et donc à des changements de pratiques face aux enjeux climatiques. Des acteurs aussi qui veulent s'élever vers l'utilité sociale et qui ont des projets innovants aussi donc face à la mort. Et donc, ces différents angles-là que nous allons aborder, comme Camille et Céleste le rappelaient tout à l'heure, avec 3 intervenantes, puisqu'on a des femmes pour les 3 premières interventions. Et nous ferons aussi un pas de côté avec le grand témoin Sciences Po, en la personne de Dr Pierre Valette, qui est médecin au centre hospitalier d'Arras et qui est aussi docteur en philosophie. Ça tombe bien parce que le mois de novembre, c'est aussi un mois qui est dédié à la philosophie avec Cité Philo. Donc voilà, on fait un 2 en 1. Et puis, on laissera place aux échanges, bien sûr, à vos nombreuses questions à la fin de ce webinaire. Donc, je vais repasser le flambeau à Camille et à Céleste pour pouvoir aborder ces différents angles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rachel pour cette présentation et ces paroles. Justement, en parlant d'acteurs et de structures qui œuvrent dans le sens d'une économie plus sociale et solidaire, nous allons commencer par donner la parole à Séverine Mazurel, qui est cofondatrice de la coopérative funéraire de Lille. Il en existe d'ailleurs peu en France. Est-ce que justement, Séverine Mazurel, vous pouvez nous parler de votre expérience? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Nickel, super. Alors, si on peut mettre la première slide, s'il vous plaît. Là, la deuxième, donc. Merci. Donc, petite présentation de la COP. Avant tout, la coopérative funéraire de Lille, c'est une société de pompes funèbres. Je préfère clarifier dès le départ parce que coopérative funéraire, souvent, ça ne parle pas. Donc, on organise les funérailles dès le décès jusqu'à l'inhumation ou la crémation. On guide dans l'écriture des volontés et on se fait le relais d'information. Donc, si on reprend le projet dès le démarrage, donc le projet a émergé en 2021 dans ma petite tête lorsque j'ai découvert l'existence de la coopérative funéraire de Nantes qui a ouvert en 2016. Donc, ce fut un réel coup de foudre. Donc là, à cette époque, j'avais 47 ans, j'avais passé 24 années au sein d'un groupe textile du nord de la France. J'étais en réelle quête de valeur et de sens. Je souhaitais quitter le commerce parce que j'en pouvais plus du commerce. Je voulais trouver un sens à ma vie professionnelle, travailler sur un projet collectif avec de fortes valeurs humaines et environnementales. J'ai alors choisi de me lancer dans le projet de création d'une coopérative funéraire sur la métropole lilloise.
et me reconvertir donc en conseillère funéraire. Donc, plusieurs étapes, de nombreuses étapes. Donc, j'ai passé le diplôme, une immersion à Nantes dans la coopérative, la constitution d'un collectif de 40 personnes sous forme d'association et aussi de la constitution d'un apport en capital, l'accompagnement par l'URSCOP, l'Union régionale des coopératives, le support de Club Cigale, de la Caisse d'épargne, de Nord-Actif, la recherche d'un local, le recrutement de Corinne, première conseillère funéraire. Bref, le 17 janvier de cette année 2022, la coopérative funéraire de Lille a officiellement ouvert ses portes au 19 avenue de Flandre à Marcq-en-Barœul. Donc, nous sommes la première coopérative des Hauts-de-France, nous sommes la 7e en France sur le territoire national, sachant que le concept vient directement du Québec. Les coopératives existent là-bas au début sous forme associative depuis les années 40. Au départ, elles étaient créées pour répondre au marché parce que les funérailles étaient bien trop chères, donc ils cassaient les prix du marché. Et actuellement, les coopératives au Québec représentent 40% du marché. Donc, nous échangeons environ 2 fois par mois entre coopératives et porteurs de projets. Donc, actuellement, il y en a une quinzaine à travers toute la France sur nos bonnes pratiques, nos difficultés. Donc, ça, et il y a une fédération des coopératives funéraires françaises qui a été créée en janvier 2021, qui aide à l'essaimage et qui aide aussi à porter notre voix auprès des instances représentatives. Alors, pour la deuxième slide, s'il vous plaît. Donc là, mission, ambition, proposition, action. Alors, la raison d'être de notre coopérative est de permettre aux citoyens de se réapproprier l'organisation des funérailles et de recréer du bien commun autour de la mort. Lorsque nous recevons une famille pour organiser des obsèques, nous prenons le temps, beaucoup de temps. Nous les accueillons dans un salon qui est un peu comme à la maison. Il n'y a pas de présentation de fleurs, de plaques, de cercueils. On évite en fait tout ce côté anxiogène. Les familles, elles arrivent, elles sont déjà fracassées, elles sont dépourvues. Autant les accueillir dans un lieu dans lequel elles se sentent plus apaisées. Nous souhaitons donc couvrir le champ des possibles en expliquant en toute transparence ce qui est obligatoire dans le parcours des funérailles et ce qui ne l'est pas. Et quand nous sentons une famille réceptive, nous favorisons les achats responsables et la personnalisation des obsèques. Pour ce faire, nous leur expliquons que chaque étape des funérailles peut être polluante. Les soins de conservation, le type de cercueil choisi, le marbre des monuments, et j'en passe. Mais à chaque étape des funérailles, on laisse notre empreinte et on détériore notre environnement. Donc, à chaque fois, nous leur proposons des alternatives telles que, par exemple, le cercueil en carton recyclé ou un cercueil en pin issu de forêts éco-gérées. On va leur proposer des capitons 100% coton ou leur expliquer que ça n'est pas obligatoire. On va expliquer les différences entre les soins de conservation et une simple toilette. Quant à la personnalisation des rites, donc nous leur suggérons de penser à ce qu'aimait leur défunt, sa vie, ses passions. Et ainsi s'ouvrent des idées telles qu'écrire sur le cercueil, faire venir un musicien, organiser la célébration dans son jardin, décorer la salle du crématorium, disperser les cendres sur son lieu de vacances et encore bien d'autres. Même s'il existe un cadre très réglementaire, les familles peuvent s'approprier l'organisation des funérailles et en faire en sorte que ce soit un moment de réel hommage à leurs défunts. Pourquoi je suis aussi venue dans ce métier après 24 années quand même dans le commerce, c'est parce que personnellement, j'ai aussi vécu des funérailles où je trouvais que c'était trop cadré, toujours les mêmes textes, les mêmes musiques. Et en fait, j'avais envie de dire, mais si on parlait du défunt, ce serait bien en fait. Donc là, c'est ce qu'on suggère aux familles qu'on accompagne. Donc pour nous aider dans notre mission, nous nous entourons de prestataires de qualité locaux, des auto-entrepreneurs, un ESAT, des entreprises familiales, d'autres coopératives. Donc des personnes qui ont des valeurs comme nous, humaines et si possible en lien avec l'économie sociale et solidaire.
Et on l'avait fait dès le démarrage, rien que pour notre implantation dans le local et l'aménagement du local. On a fait appel à une coopérative pour des meubles qui soient en adéquation aussi avec notre ADN. Donc, voilà, depuis le démarrage, on fait attention à tout ça. Concernant notre système de tarification, nous sommes dans les prix du marché. Donc, nous avons par contre un forfait accompagnement qui se distingue de nos confrères, qui peut paraître élevé. C'est la première ligne du devis, mais c'est ce qu'on explique aux familles, c'est là qu'est notre réelle plus-value. C'est tout le temps qu'on passe avec eux pour organiser les funérailles. Donc, nous margeons moins sur les produits. Donc, à ce jour, on constate qu'en fait, les familles accompagnées privilégient des funérailles simples et peu onéreuses. Et on y répond complètement. Et en fait, le fait de leur expliquer toutes les étapes des funérailles, de leur dire en gros qu'est-ce qui est obligatoire, le cercueil, la plaque, les poignets. En fait, il y a très peu de choses vraiment obligatoires, que tout le reste peut être superflu. D'elles-mêmes, elles font baisser la facture. Parallèlement, la ville de Lille fait appel à nous pour les obsèques des personnes dépourvues de ressources. Donc, ça fait partie d'un marché public pour ceux qui connaissent. Donc, ils nous mettent en concurrence avec d'autres pompes funèbres. Et nous, on a à cœur d'y répondre parce que ça fait partie de nous d'accompagner ces personnes qui sont isolées ou sans ressources jusqu'au bout pour qu'elles aient des funérailles dignes. Une autre de nos ambitions, donc je pense qu'on peut changer peut-être de slide. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est bien. Une autre de nos ambitions est de changer le regard sur la mort. Donc, pour ce faire, nous organisons des temps d'échange, d'information, gratuits et ouverts à tous, quelle que soit votre religion, vos croyances, vos convictions. Donc, des conférences avec intervention souvent de professionnels. Par exemple, là, on voit l'exemple de Martin Juliet Costet qui est intervenu pour nous sur penser les rites funéraires contemporains. Donc là, c'était moitié visioconférence, moitié en présentiel. On a fait aussi venir Manon Moncoq, qui est aussi doctorante en socio-anthropologie. Donc, on organise donc ces temps de conférences, des visites de cimetières, notre cuisine. Dans notre local, on a une toute petite cuisine, mais elle est ouverte à tous. C'est tous les premiers jeudis du mois. Si vous voulez venir nous rencontrer, c'est ouvert. Vous venez avec votre petite bouffe, votre petit Tupperware et on vous accueille avec grand plaisir pour répondre à vos questions et puis partager un repas en toute simplicité. Il y a aussi les cafés mortels, donc là qui est un temps de partage autour du thème de la mort, qui est vraiment un temps sans jugement, sans commentaire, où les gens peuvent s'exprimer librement ou juste écouter en fait. Donc d'ailleurs le prochain, je crois que l'émission, la slide d'après, il est bientôt, c'est le 8 décembre. On a aussi une grande disponibilité aux personnes qui viennent nous voir afin de préparer à leurs propres obsèques ou tout simplement glaner des informations sur le funéraire, car on se veut être un lieu d'accueil. Voilà, on peut passer une heure et demie avec des familles qui viennent juste prendre des renseignements et tout ça de façon gratuite. Donc, je tiens aussi à souligner quelque chose qui fait vraiment partie de notre ADN, c'est le respect. Tout comme l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours en tête. Le respect du défunt, dans le sens où nous prenons soin de lui. Le respect des familles, nous sommes en totale disponibilité et écoute. Le respect de nos prestataires, on travaille en confiance mutuelle, on essaie de trouver des prestataires qui ont la même valeur que nous. Le respect des salariés, avec beaucoup de vigilance et d'échange. Le respect de nos associés, à ce jour, nous sommes 45 associés. Et aussi des organismes qui nous font confiance. Et là, en fait, on a une totale transparence avec nos associés et avec les organismes avec lesquels on est amené à communiquer. Donc, si pour la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est le café mortel, un petit peu de pub. C'est gratuit, c'est un moment sympa. C'est au Souffle du Nord à Marc-en-Barœul, qui est un lieu très sympathique et qui vaut le coup d'être reconnu. Voilà. Ça, ce sera après l'innovation. Avant, je vais quand même vous parler, parce que nous sommes une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif.
donc avec des spécificités en matière de gouvernance notamment. Donc là, je vais vous parler un peu plus côté technique sur ce qu'est une SIC. Donc, il y a une présidente ou un président. Donc là, pour Lille, c'est moi-même. J'ai été élue par l'ensemble des associés. Donc au démarrage, quand on a créé la SIC, on était 35. Et donc à ce jour, des personnes continuent à prendre des parts. Donc nous sommes 45. Donc j'ai été élue par l'ensemble des associés. Donc ces associés sont regroupés en 5 collèges. Il y a les salariés. Donc les salariés d'une SIC sont obligatoirement associés. Il y a les usagers et les citoyens engagés. Il y a les fondateurs et les personnes qualifiées. Il y a un collège fournisseurs et partenaires et un collège collectivité locale. Donc, la part au capital, elle est de 40 € afin de permettre à toute personne de devenir associée. Le choix, c'était ça, c'est que n'importe qui peut devenir associé assez facilement en prenant une part. Nous nous réunissions donc au minimum une fois par an en assemblée générale, mais afin de garantir une transparence complète des comptes de l'activité, j'organise des points intermédiaires. Toutes les décisions stratégiques et de développement de la coopérative sont prises collectivement de manière démocratique. Donc, une personne, une voix. Qu'une personne ait acheté une part ou 100 parts, elle a une voix dans toutes les décisions. Donc, c'est très démocratique et donc la coopérative appartient aux associés, elle n'appartient pas à une personne qui prend toutes les décisions seule dans son coin. Il faut savoir qu'on est indépendant vis-à-vis des autres coopératives. Chaque coopérative, là, donc on est 7 ouvertes, il y en a 2 qui vont bientôt ouvrir. On a notre propre façon de gouverner. On a tous un président et une présidente. Il y en a certains qui ont un conseil administratif ou un bureau ou un conseil d'effervescence. Voilà, chacun est indépendant et on gère notre coopérative avec nos associés comme on le veut. C'est comme les collèges dont j'ai parlé, ils sont propres à la coopérative de Lille. Sur Rennes, ils peuvent être différents. Donc, sinon, au quotidien, il y a une réelle entraide au sein de l'équipe, et ça, je tiens à ce que ça le soit, une totale transparence sur les résultats de l'activité, et il y a une réelle implication de tous dans le développement de la coopérative. Donc, à ce jour, nous sommes 2 au sein de la coopérative, 2 conseillères funéraires, et toutes les décisions opérationnelles, on les prend ensemble, en concertation, et en toute transparence. Donc, il y a vraiment un esprit d'équipe. On espère l'année prochaine qu'on sera 3. Concernant le modèle économique de la coopérative, lui aussi, il est innovant dans le secteur, dans le domaine funéraire. 100% des bénéfices sont réinvestis dans la coopérative au profit de son développement et des familles. En fait, le but, c'est d'assurer sa pérennité. On est avec une lucrativité limitée en fait. Les salariés sont rémunérés en tant que conseillers funéraires avec un fixe. Il n'y a aucune prime sur les ventes. On va pas donner des primes parce qu'on vend des contrats obsèques ou parce qu'on vend tel cercueil qui coûte le plus cher. Donc, il n'y a pas de pression des ventes par rapport aux familles qui viennent nous voir. Du côté des associés, c'est pareil, ils n'attendent aucune plus-value. La part qui est à 40 € à ce jour, dans 5 ans, elle vaudra toujours 40 €. Et si un associé veut quitter la coopérative pour une raison X ou Y, dans 5 ans, s'il a mis 80 €, il récupère ses 80 €. Donc, selon nous, c'est sain, il n'y a aucun enrichissement personnel. Donc, l'intérêt est réellement collectif et au profit de tous. Pour conclure, je vais parler un petit peu ouverture, innovation. Donc là, on était, oui, sur le modèle économique, la gouvernance. Donc tout ça, c'est très, très innovant dans le domaine funéraire. Donc sur les ouvertures, donc c'est la prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc le monde funéraire évolue, à mon sens, un peu trop lentement et difficilement en France. On a des pays limitrophes qui sont bien plus avancés que nous. Le sujet était encore très tabou il y a une dizaine d'années. Heureusement, ça commence à se démocratiser. On voit les habitudes aussi des consommateurs qui évoluent énormément. À ce jour, en France, on est sur 50% d'athées. La crémation reprend
représente 40% des fins de vie. Et c'est en constante progression. Donc, puis de plus en plus, avec les familles qui sont dispersées à travers la France ou le monde, de plus en plus, on a de demandes pour des dispersions de cendres en pleine nature, plus besoin de gros monuments, etc. Donc, tout ça est en train d'évoluer. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les évolutions dans les rites funéraires qui apparaissent dans d'autres pays, tels que l'humusation. Donc, l'humusation, on en entend beaucoup parler. C'est le fait, là, vous voyez la photo, c'est le fait de faire du compost et un lit de compost sur lequel on met le défunt dans un simple linceul et on recouvre de compost. Donc, à ce jour, interdit en France. De toute façon, en France, on ne peut pas être enterré dans un linceul, le cercueil est obligatoire. Donc, il y a l'humusation, il y a la prométion, qui est le fait de mettre le corps dans de l'azote liquide et donc avec un gros, on refroidit le corps qui finit par devenir cendre. Et l'aquamation, donc ça, vous avez peut-être entendu parler, parce que Desmond Tutu, l'ancien prix Nobel, c'est le choix qu'il a fait pour sa fin de vie. Donc là, l'eau est portée à entre 90 à 150 degrés, et là, pareil, tout se dissout. Donc ça, ce sont vraiment des alternatives qui pointent leur nez dans certains pays, pour l'instant pas en France. Pourtant, on a beaucoup de demandes de familles, on ne peut pas faire différemment. Donc, en tant que coopérative, nous devons être en alerte de ces changements sociétaux et par le biais de la fédération, être moteur et défendre les valeurs, notamment environnementales, de ces nouvelles pratiques et se faire aussi la voix des familles. Donc, dans la stratégie de développement de la COP, on espère donc ça, dans un avenir futur, avoir aussi notre propre salle de cérémonie. Comme je le disais, 50% de la population française est athée. À part choisir la crémation et faire une cérémonie au crématorium, et puis souvent les familles n'aiment pas trop l'ambiance du crématorium, en fait, il est très, très difficile de trouver des salles. En ce jour, les municipalités n'ont aucune obligation de mettre des salles à disposition pour les funérailles. Donc, voilà, pourquoi pas d'ici quelques années, au plus vite au mieux, avoir notre propre salle pour pouvoir répondre à ces rites laïques qui sont en plein développement. Donc, on est aussi en veille sur les municipalités autour, notamment celles qui parlent d'avoir un cimetière paysager, comme à la Madeleine. On en a entendu parler, là pour l'instant, je ne sais pas où c'en est. Il y a celles qui se préoccupent aussi du recyclage des monuments, parce que là, c'est aussi une grosse partie, c'est très polluant, les monuments funéraires. Quand les concessions arrivent à échéance, qu'est-ce qu'on en fait? Je me permets d'intervenir pour vous dire qu'il vous reste une petite minute. Nickel, j'arrive à la fin. Super, merci. Ouais. Donc, le recyclage des monuments, donc il y a la ville de Lille notamment qui s'en préoccupe. Et après, on aimerait pouvoir développer des partenariats locaux pour la fabrication, par exemple, de locaux, de stèles de remarques qu'on met dans les cimetières. Ça, ce serait vraiment top, mais c'est difficile à trouver et à mettre en avant. Donc, vous l'aurez bien compris, l'accompagnement des familles est au cœur de nos préoccupations. De par notre statut de coopérative, les valeurs éthiques, solidaires et écologiques font partie de notre quotidien et nous animent tous les jours dans notre mission. Donc, la coopérative Funérailles de Lille, ce sont les funérailles autrement. Merci à tous pour votre écoute et puis à votre disposition après pour des questions. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. Désormais, on va donner la parole à Michaëlle de Quirez, qui est présidente de Vivre son deuil et qui va désormais nous parler des acteurs venant en aide aux proches. Donc, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre structure? Oui, bonjour à tous. Alors, je suis présidente de l'association Vivre son deuil Nord-Pas-de-Calais depuis mars 2022, donc c'est tout récent. Notre association est en fait fait partie. Attendez, excusez-moi, il y a un écho dans la salle. Je vais juste enlever quelque chose. Hop.
excusez-moi. Voilà. Donc, nous sommes une association qui date de 1999, qui a été créée à l'origine par le docteur Michel Anus, qui était un pédopsychiatre en fait parisien, et qui s'était rendu compte que les enfants qui l'accompagnaient à l'époque au sein d'une association telle que Choisir l'Espoir, en fait, qui étaient des enfants atteints de cancer. En fait, les familles étaient accompagnées pendant la durée du cancer de l'enfant, et puis quand l'enfant mourait, parce qu'à l'époque c'était à peu près 80% de décès il y a plus d'une vingtaine d'années, alors que pour 20% de survie, et maintenant les chiffres heureusement se sont complètement inversés, et donc les familles se trouvaient désemparées et étaient voilà, sans rien, pas de structure pour les accueillir, et donc c'est comme ça qu'est née la fédération Vivre son deuil. Voilà. Donc le Nord-Pas-de-Calais représente la plus grosse antenne, hein, on a à peu près la moitié des effectifs de la fédération, et puis nous sommes répartis, les antennes Vivre son deuil, il y en a en fait dans le nord de la France, en Bretagne, un peu dans le sud. Ça reste quand même assez clairsemé. Voilà, donc nous représentons à peu près 110 bénévoles et nous sommes 55 à Nord-Pas-de-Calais. Donc notre zone d'intervention, alors, c'est Lille. Notre siège social est à Loos, derrière le CHR. Nous recevons à Lille centre, au sein de la maison des associations, en face de Sciences Po, justement. Nous recevons également à Bondu, nous recevons à Roubaix, à la maison d'Alfred, et nous avons également une antenne à Valenciennes et tout récemment une antenne à Armentières, qui a moins d'un an. Voilà. Donc, je tiens à préciser qu'en fait, nous sommes accueillis, à part dans notre siège social, nous sommes accueillis gracieusement dans les locaux. Et donc, notre survie dépend aussi voilà, du mécénat et de l'ouverture des personnes qui veulent bien nous prêter des locaux. Alors, on peut passer au slide suivant. Ça, c'était voilà. Donc, c'était déjà ça. Voilà. Donc, nous avons 3 missions à vivre son deuil. Une première mission qui est une mission d'accompagnement. Alors, accompagnement des personnes en deuil, évidemment, quel que soit le deuil, quelle que soit l'ancienneté du deuil, quel que soit le lien avec le défunt. Donc, nous accompagnons aussi bien un veuf que un ami, une belle-sœur, un collègue. Voilà, vraiment, il n'y a pas de restriction. D'autres accompagnements prennent des formes diverses, hein, donc là, c'est affiché. Donc, d'abord dans des groupes d'entraide. Donc, ce sont des groupes qui sont fermés, qui regroupent à peu près 7 à 8 personnes, et en fait, les personnes dans les groupes sont regroupées autour en fait, d'une même problématique de deuil. Donc, on va regrouper par exemple les gens qui sont endeuillés d'un conjoint, qui sont endeuillés d'un enfant, qui sont endeuillés d'un parent. Même si le processus de deuil reste reste identique, il y a en fait une espèce d'entraide aussi qui se crée de solidarité, qui se crée entre les personnes en deuil. Donc ces groupes sont animés bénévolement bien sûr, en co-animation par des bénévoles qui sont bien sûr formés. J'y reviendrai un petit peu après. Nous accompagnons également en entretien individuel. Donc, entretien individuel, 1 fois toutes les 3 semaines, 1 mois, et par des bénévoles également formés. Donc les personnes sont accompagnées toujours par le même bénévole, et puis, pareil, là, l'entretien n'a pas de limite dans le temps. Donc même si c'est 1 fois par mois, ça peut durer, il y a des personnes qui viennent nous voir 3 fois, des personnes qui viennent nous voir, plus d'une année parfois, hein. Et nous avons récemment, en fait, lancé des apéros deuil, donc un nom un petit peu dérangeant pour certains, mais bon, voilà, ça a au moins le mérite d'interpeller. Et donc nous proposons, en fait, aux personnes endeuillées, adhérentes ou non de l'association, de venir nous rejoindre autour d'une table pour parler de leur deuil. Donc ça consiste, en fait, souvent on a un tour de table, hein, et puis de présentation, et puis souvent il y a une ouverture à la parole autour d'un photolangage, autour d'une thématique. Donc là, par exemple, au mois de décembre, il y en a un à Armentières. La thématique sera comment aborder les fêtes de fin d'année quand on est en deuil, hein, ce qui est quelque chose d'assez douloureux. Quelle place on donne aux défunts dans les fêtes? Voilà. Donc, on en a animé déjà 7 ou 8 sur l'île. Donc, on est hébergé à la maison Humus à Marc-en-Barœul, et puis donc le prochain sera à Valenciennes samedi.
Donc ça, c'est une première. Et le 15 décembre à Armentières, dans la résidence Les Nouvelles Sylphides, où nous sommes aussi reçus pour nos accompagnements individuels. Alors, les apéros deuil, il pourrait y avoir petite confusion, hein, ça n'a rien à voir avec les apéros de la mort, qui là sont plutôt des temps pour parler de la mort en général et de la place de la mort dans la société. Et nous proposons aussi des interventions sur site, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus appelés quand il y a par exemple un décès dans un lycée, ça peut être dans une entreprise. Donc, on est déjà intervenu par exemple dans un centre pour handicapés, d'hébergement d'handicapés à Villeneuve-d'Ascq, dans une résidence senior à Wattignies. On est intervenu plusieurs fois aussi dans des lycées suite à des suicides, très prochainement aussi suite à un décès de cancer d'une jeune fille dans un lycée de la métropole. Voilà, donc ça, ce sont aussi des choses qu'on fait tout à fait bénévolement. Et puis, on peut aussi, voilà, vraiment en fonction des demandes, en fait, des personnes qui nous sollicitent. Alors, notre deuxième mission, qui est aussi une mission très importante, qui est la mission de formation, hein. Donc, chaque année, on a un plan annuel avec une quinzaine de formations. Nos formations sont ouvertes à toute personne souhaitant se former au deuil. Donc, c'est aux extérieurs comme des praticiens, des psychologues, à des institutionnels, hein. Quelquefois, il y a aussi des gens du CHR, par exemple, qui sont envoyés pour formation chez nous. Et notre formation, elle est aussi évidemment pour nos bénévoles, puisque tous nos bénévoles sont très sérieusement formés en fait à l'accompagnement du deuil. Donc ça démarre par une formation initiale, hein, de 5 modules obligatoires, et puis après il y a des modules de spécialisation qui vont permettre d'enrichir en fait la pratique. Et par exemple, on a un module particulier sur le deuil après suicide. Donc on accompagne vraiment les endeuillés après suicide quand ce module-là a été suivi. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir sur notre site internet, hein, il y a un programme de formation très complet. Alors nous ne sommes pas Calliope pour le moment, on dépend de la fédération qui elle aussi propose des formations, et la fédération est calliopisée depuis peu. Voilà, donc on a aussi une troisième mission qui est de sensibiliser. Donc la sensibilisation, c'est vraiment parler du deuil partout, le plus possible, pour vraiment sortir du tabou, hein. Je pense que chacun essaie d'y contribuer à sa façon. Donc chaque année, nous organisons un ciné-débat. Donc, par exemple, nous avons projeté il y a quelques années le très beau film « Et je choisis de vivre », qui parle voilà, de la mort d'un jeune enfant et de la reconstruction après le décès d'un jeune enfant dans une famille. Le film Land aussi, il y a quelque temps. On propose aussi des conférences. Donc, on a reçu à la Maison des Professions l'année dernière Anne-Dauphine Julien, donc on a quand même regroupé 900 personnes. On a reçu le père Gabriel Ringlet au Collège de Marc en Barreul il y a 2 ans aussi. Alors pour leur situer, c'est le prêtre qui a officié lors des funérailles des victimes de Marc Dutroux en Belgique. Donc c'est un prêtre aussi qui est très, très investi dans vraiment l'accompagnement du deuil. On a reçu monsieur Paulo Rodriguez aussi, qui est voilà, maître de conférence à l'Université catholique de Lille. Voilà. Donc on essaie vraiment de varier nos conférences et de proposer vraiment un panel pour que chacun puisse y trouver du réconfort, et puis trouver aussi des axes de réponse, ou en tout cas ouvrir la question du deuil. Voilà pour ces 3 missions. Alors, comment nous contacter? Donc nous avons un accueil téléphonique, là encore évidemment, qui est assuré par des bénévoles. Et donc cet accueil téléphonique, vous pouvez nous rejoindre le mardi, donc de 18h à 20h30, et le jeudi de 14h30 à 17h. Et donc le numéro s'affiche là, 03 20 88 73 46, hein, il y a un répondeur aussi. Et puis nous avons effectivement aussi un site internet sur lequel vous pouvez venir nous voir, et nous avons une page Facebook. Voilà. Alors, économie sociale et solidaire, quand j'ai été contactée, donc je veux dire, en fait, nous avons un statut d'association de loi 1901. Donc, on n'est pas vraiment dans l'économie sociale et solidaire où on l'entend maintenant.
Simplement, effectivement, quand on est une association, il y a une partie évidemment très sociale et une partie sociale. Donc on est une association d'utilité publique, donc on a un rôle social important et on essaie vraiment de développer cette solidarité, citoyenne en fait, hein, vraiment d'écoute des uns des autres et d'entraide entre nous. Alors ce qui est très beau aussi dans notre, finalement fonctionnement, c'est que les gens qu'on accompagne, donc endeuillés, finalement arrivent aussi au bout d'un certain temps, ont envie de devenir bénévoles. Alors c'est pas tous, mais chaque année et de plus en plus, ça vraiment c'est une, une très belle satisfaction. On a l'impression vraiment d'une boucle qui est bouclée quand on voit que des personnes endeuillées, viennent se former et à leur tour accompagnent. Donc, je pense que là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler ça un chemin de résilience. En tout cas, c'est vraiment, un très beau parcours de deuil et de vouloir rendre aussi, finalement, à travers l'association ce qui a été reçu. Et donc, je ne l'ai pas dit dans notre sensibilisation, mais, voilà, quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, c'est que la semaine dernière, on a un bénévole qui a été accompagné suite au deuil d'un enfant qui finalement fait de la musique en groupe et qui a proposé en fait, un concert, ouvert aux personnes accompagnées. Donc ça s'est fait aux ateliers Jouret à Roubaix. On était 54 personnes. Enfin voilà, c'était vraiment un moment très, très fort, de son autour du deuil, de la résilience, donc vraiment un grand moment de solidarité. Alors au niveau plus économique, hein, de quoi vivons-nous? Donc chaque année, nous avons des adhésions. Donc même nous, bénévoles, évidemment, nous adhérons à l'association. Toutes les personnes que nous accompagnons, nous leur demandons d'adhérer, évidemment, en fonction de leurs, possibilités financières, hein. Il y a des personnes à qui, pour lesquelles on n'insiste pas sur l'adhésion parce que ça peut être un frein à l'accompagnement. Nous vivons aussi des formations que nous donnons. Alors même nous, propres bénévoles, nous payons nos propres formations. Et puis, vous aurez tout un tarif détaillé sur notre site internet. Par contre, nous rémunérons nos formateurs. Nous vivons de dons, donc ça, c'est assez irrégulier et nous vivons aussi des subventions de l'AFSAP, hein, donc c'est une association de soins palliatifs et donc qui nous permettent en fait, sur évidemment un justificatif, nous sommes remboursés de la moitié de tous nos frais de formation et de nos frais de supervision. Parce qu'évidemment, nous sommes très sérieusement formés, mais nous sommes aussi supervisés chaque mois par un psychologue formé, à l'accompagnement du deuil, très spécifiquement formé. Voilà, alors, on m'a demandé, quelles étaient mes attentes et mes besoins. Donc j'en profite puisque, des acteurs de la vie économique, aujourd'hui. Donc évidemment, on est toujours à la recherche de mécénat. On est aussi à la recherche de prêts de salles pour nos conférences, hein, puisque évidemment ça coûte très, très cher. Par exemple, quand on a reçu Anne-Dauphine Jullian l'année dernière, hein, le budget était de 10 000 € puisqu'il y avait 900 personnes. C'était une salle, toute neuve et il y avait vraiment toute une infrastructure, logistique, très importante. Donc ça a été pris en charge, en très grande partie par la fondation Entreprises et Cités. Et je l'ai cité, nous sommes quand même, hébergés par la maison d'Alfred de Roubaix gratuitement, par les Sylphides à Armentières aussi gratuitement ou hébergés par d'autres associations et par la mairie de Lille au travers de la maison des associations. Nous sommes aussi preneurs, par exemple, d'une aide à la communication ou à l'organisation d'événements, parce qu'on a une commission qui est communication qui est toute petite. Donc ça repose vraiment sur le dynamisme de quelques personnes. Et nous sommes aussi à la recherche, en fait, d'aide pour, la publication d'écrits, parce que nous avons des écrits sur le deuil, des livrets d'information, des livrets de travail aussi, pour le deuil, en fait. Donc évidemment, si vous avez dans vos relations des illustrateurs, des imprimeurs, voilà, donc tout ça, c'est aussi on est toujours à la recherche, de mécénat, mais pas forcément financier, ça peut aussi être de l'aide humaine. Voilà. Je n'ai pas regardé le temps. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre présentation. Maintenant, on va laisser la parole à Marie Salmon. Vous êtes cofondatrice d'Alana, que vous présentez comme étant une plateforme sociale du souvenir. Et vous allez également un petit peu nous évoquer l'apport, quel pourrait être justement l'apport du digital dans le processus d'accompagnement du deuil. Mais donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, qui êtes-vous
et quelle est la genèse de votre structure? Bonjour à tous et merci de me recevoir. Alors, je veux bien, pour répondre à la question, merci qu'on change de slide. Vous m'entendez? Ah ouais, super. Vous me voyez? Ouais. Alors, qui je suis? Je suis Marie Salmon, la cofondatrice de Alana, qui est une start-up qu'on a démarrée l'année dernière avec Baptiste Rips, qui est mon cofondateur. On s'est tous les deux rencontrés sur les bancs de la Redoute, puisqu'on est lillois. C'est vrai qu'avant d'avoir lancé Alana, j'ai un peu comme Séverine, finalement, moi, de mon côté, réalisé toute une carrière dans le retail et en digital. Voilà, donc c'est vrai que l'univers et le monde du funéraire, c'est un univers que je découvre et dans lequel j'ai plongé il y a 2 ans maintenant. Ça va, vous m'entendez? Je vois que vous froncez les sourcils. Oui, très bien. Oui, on vous entend très bien. Ok, super. Donc Alana, on est une start-up lilloise. On est hébergé et on a été accompagné par un programme d'incubation à Eura Technologies, qui est vraiment en fait une structure qui accompagne les jeunes entreprises et qui leur permet de prendre leur envol et notamment aussi d'avoir un rayonnement dans la région et d'obtenir pourquoi pas des subventions ou des financements. Donc, nous, en ça, on a été très bien accompagnés et d'ailleurs, on les remercie. Voilà, donc start-up lancée depuis l'année dernière. On est une plateforme, alors on dit qu'on est incontournable et on accompagne les familles à travers toutes les étapes d'un décès. C'est vrai qu'au niveau du produit, je vais l'expliquer un tout petit peu par la suite. En tout cas, d'où vient l'idée? Eh bien, d'une expérience vécue, puisque moi-même, pendant le confinement, la toute première partie du confinement, celle qui était la plus terrible, puisque finalement, nous n'avions en général pas le droit de sortir, j'ai pendant cette période-là, moi, de mon côté, perdu 2 oncles et une tante successivement. Donc, de vieillesse, hein, c'est pas la maladie qui les a emportés. En tout cas, j'ai vécu le fait de ne pas pouvoir vivre un enterrement et de ne pas pouvoir se réunir en famille, bien justement pour accompagner à la fois les proches et aussi célébrer la mémoire du défunt. Et c'est quelque chose qu'on a assez mal vécu, alors je pense de toute façon comme tous ceux qui ont eu à vivre ces situations, parce que un enterrement, c'est finalement aussi l'occasion de se retrouver en famille. Et là, on n'a pas pu le faire. Et je me suis rendu compte de la difficulté que c'était de justement pouvoir témoigner sa présence et de pouvoir montrer qu'on est là et qu'on a envie d'agir quand on ne peut pas se réunir. Donc, on a cherché des moyens, on a construit des choses, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui m'a mené aujourd'hui à lancer Alana, c'est de pouvoir accompagner les familles à travers et grâce à des outils digitaux pour leur permettre justement de mieux échanger et de pouvoir être plus proches dans ces occasions. Donc, on est une innovation française parce que c'est vrai que ce qu'on a construit finalement aussi bien dans le service qu'on rend, mais aussi dans l'approche, n'existait pas, alors que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, la vision qu'on porte chez Alana, c'est que finalement, c'est vrai que la mort, on la vit mieux quand on est soutenu. Je pense que c'est aussi ce qui était exprimé justement lors des 2 interventions qui m'ont précédée. Et donc, on a construit Alana pour accompagner justement les familles endeuillées. Alana, c'est un prénom. Souvent, les gens me posent la question, c'est pour ça que maintenant, je le précise. Mais donc, c'est un prénom parce qu'on voulait vraiment montrer qu'on est en proximité, qu'on est là pour accompagner. Et on a choisi ce prénom-là parce qu'il est doux, parce qu'il est simple et aussi parce qu'il a une belle signification puisque derrière, on va retrouver des mots comme harmonie et justice. Donc, on trouvait que ça fonctionnait plutôt bien par rapport au thème qu'on adresse. Voilà, donc voilà ce qui est à la genèse du projet d'Alana. Merci beaucoup pour cette réponse. La deuxième question que j'avais en tête, c'est pour Alana, c'est quoi vos engagements? Quelle est justement l'utilité sociale d'Alana? Alors, sur Alana, on se dit être une start-up à impact social et sociétal. Et donc, pour les raisons qui sont évoquées ici, alors impact social,
parce que déjà, on a fait vraiment le choix d'offrir une plateforme aux familles. Et donc, quand je dis offrir, c'est les services d'Alana sont gratuits pour les familles. Donc, un peu, j'allais dire un peu comme à la coopérative, mais en tout cas, on est parti du constat que des obsèques, c'est très cher, que ce n'est pas toujours simple pour tout le monde, finalement, de les assumer ou d'avoir à les vivre, et qu'il y avait plusieurs coûts, finalement, qu'on pouvait certainement éviter grâce à Alana. Donc, on a vraiment fait le choix du service gratuit pour les familles, comme ça, elles n'ont rien à payer. Et en plus, même si elles nous utilisent, elles réalisent plutôt des économies. Ensuite, c'est un peu le sujet que j'évoquais tout à l'heure, mais je pense que l'impact social, il vient aussi du fait que grâce à Alana, on va pouvoir rassembler les familles autour de leurs défunts et donc augmenter le niveau d'échange et augmenter le niveau de soutien familial et aussi de la part de l'environnement et des proches. Et donc, du coup, ça participe au fait aussi de lutter contre l'isolement, puisque c'est vrai que quand on vit un décès, on est souvent très accompagné par la famille, et heureusement, la famille, les proches, mais surtout sur les premiers temps, sur la première période où là, finalement, tout le monde est mobilisé, et puis ça s'étiole un petit peu avec le temps, c'est normal. Mais du coup, le fait d'avoir ouvert un compte sur Alana, d'avoir centralisé ses proches, eh bien, c'est l'occasion aussi d'obtenir des contacts et d'obtenir du soutien sur la durée. Impact sociétal, Séverine en a un peu parlé tout à l'heure, mais finalement, c'est vrai que le secteur du funéraire, c'est aussi un secteur qui est en train de bouger beaucoup, et notamment avec des évolutions fortes j'allais dire, en tout cas sur les habitudes ou sur les volontés, en tout cas. Et donc, notamment avec une part de plus en plus grande de la crémation dans les choix qui sont exprimés et qui sont exécutés par les familles. Et derrière ça, la volonté aussi souvent de ne plus être une charge pour ceux qui restent. Et donc, comme le disait Séverine, finalement, derrière une crémation, souvent, les gens font le choix, c'est une personne sur deux, donc c'est quand même beaucoup, de disperser les cendres. Et donc se pose derrière ça la question du lieu de recueil. C'est ce qu'on propose du coup aussi justement de corriger avec Alana, c'est que puisqu'on n'a plus de lieu de recueil physique, c'est important aussi d'imaginer et de construire d'autres formes de lieux de recueil et d'autres moyens de se recueillir, et le digital en est une. Et dernier point, de toute façon, ça, je pense qu'on le vit aussi tous dans nos familles, mais maintenant, c'est quand même assez rare d'avoir toute la famille autour de soi. Donc, on est plutôt dispersés aux quatre coins de la France, voire même peut-être aussi parfois avec de la famille dans des pays étrangers. Et donc, là aussi, le fait de disposer d'un service en digital qui permet justement à chacun de communiquer, même à distance, eh bien, du coup, ça offre ici un impact. Donc, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire avec Alana, vraiment accompagner les familles sur l'ensemble des nouveaux services, mais aussi des nouveaux usages provoqués par la société. Merci beaucoup pour votre réponse. Vous venez de parler de l'impact social et de l'impact sociétal, justement, d'Alana. La troisième question que j'avais à vous poser, un peu pour conclure votre temps de parole, c'était de savoir justement quels moyens vous mettez en œuvre, comment concrètement vous soutenez justement les proches autour du deuil. Voilà. Eh bien, ici sont présentés les différents services d'Alana, et c'est vrai que je vais y revenir. Mais avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, avec Alana, on apporte ce qu'apporte le digital en général. Ce que je veux dire par là, c'est que les services apportés par le digital, c'est quoi? C'est permettre aux gens de mieux communiquer, de communiquer plus vite et plus facilement. Et donc, tout ça, ce sont des services offerts, bien sûr, par la plateforme. Et après, c'est trouver l'information et s'organiser. Et donc, voilà, en fait, c'est exactement les services que l'on peut trouver dans d'autres secteurs qui sont repris ici. Et c'est vrai que sur Alana, on a décidé de construire quelque chose, donc une plateforme, mais qui va répondre à l'ensemble des besoins liés à la mort. Et c'est pour ça qu'on a une offre de services qui couvre les trois étapes qu'on a finalement tous à vivre, mais aussi bien l'avant, le pendant et l'après le décès.
Donc, avant un décès, eh bien, le simple fait de se créer un compte sur la plateforme Alana permet au tout à chacun d'utiliser justement un espace personnel qui est complètement, alors bien sûr, lui aussi gratuit, mais confidentiel et sécurisé. Personne n'y a accès à part soi. Et c'est un endroit où on permet aux gens de venir penser à leur propre mort et justement la préparer, l'organiser. Donc, c'est un espace dans lequel on propose finalement 3 catégories de services, donc, trois types de choses à renseigner. Donc, dans son espace personnel, on peut venir d'abord parler de soi. Donc, venir, pourquoi pas, rédiger une biographie, donc énumérer un petit peu sa vie, ou pourquoi pas livrer un secret. J'aime bien reprendre ça, mais c'est vrai que parfois, dans des familles, il y a des choses qui sont non dites, et ça pourrait être, pourquoi pas, l'occasion de les dévoiler ici. L'occasion d'enregistrer des photos ou aussi de laisser des messages vidéo ou des messages textes à l'intention des gens qu'on aime. Ensuite, il y a une partie sur les volontés, donc pouvoir écrire de son vivant ce que l'on souhaite pour sa propre mort à soi. Donc justement, est-ce que je veux être enterrée ou est-ce que je préfère être incinérée, à quel endroit, quel type de cérémonie je voudrais avoir, est-ce que je vais réclamer une tenue particulière ou des chansons particulières ou des thèmes. Enfin voilà, on peut venir exprimer exactement ce que l'on souhaite en matière d'obsèques et en matière médicale. Et ça, on le sait aussi, et Séverine pourrait en témoigner, mais c'est un vrai soulagement quand on a justement à gérer un décès, de ne pas avoir à prendre ce type de décision. Donc, quand les décisions sont déjà prises par un défunt et qu'on n'a plus qu'à les respecter, c'est beaucoup plus simple pour la famille, pour ceux qui restent, et notamment, ça peut aussi parfois éviter des disputes. Et le dernier point, c'est que dans les prochains mois, on va mettre en place un coffre-fort électronique, donc, qui sera aussi du coup le moyen d'enregistrer de manière complètement sécurisée, et bien là, cette fois, des documents officiels à laisser apporter à la connaissance des héritiers. Donc, par exemple, j'ai un testament, je viens l'enregistrer sur Alana. J'ai un contrat d'obsèques, je viens l'enregistrer sur Alana. J'ai, je ne sais pas, moi, des biens ou des comptes en banque, ou n'importe. Je viens préciser quelque part tous mes assets. Et comme ça, au sein de mon compte, eh bien, finalement, on aura tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut savoir si jamais un jour je décède. Ça, c'était sur la partie avant. Sur la partie pendant, eh bien, quand une famille est confrontée à un décès, on va justement leur permettre de mettre en place les outils digitaux dont je parlais tout à l'heure, qui sont alors dans ce cas-là déjà le fait de pouvoir ouvrir une page en hommage aux défunts. Donc là, c'est vraiment l'occasion aussi de remettre la personne qu'elle était en avant et de parler d'elle, mais aussi, et bien évidemment, de communiquer sur tout ce qu'il faut savoir pour les obsèques. Donc, avoir le détail de exactement comment les obsèques vont se dérouler, donc à quel jour, à quelle heure, à quel endroit. On va permettre également justement à tous ceux qui sont à distance ou à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de participer à la cérémonie en direct depuis chez eux. Et là, c'est vraiment un service qui est utile aussi bien pour des plus jeunes qui seraient à l'étranger ou en déplacement professionnel ou qui habitent pas autour des parents, mais justement aussi, pourquoi pas, être hyper utile pour des personnes plus âgées ou des personnes malades. Parce que finalement, le fait de pouvoir participer à une cérémonie à distance, eh bien, ça permet aussi à quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital d'assister à la cérémonie, ou d'une personne âgée qui n'a plus de voiture ou qui n'ose pas se déplacer, ou qui a peur du Covid, de rester chez elle, mais de quand même participer. Donc, on est ici vraiment sur de l'inclusion au lieu d'être sur de l'exclusion. La plateforme va permettre aussi de collecter et de rassembler l'ensemble des messages de condoléances. Alors, il faut savoir que souvent, finalement, chacun exprime des condoléances à la famille. Eh bien, réunir l'ensemble de ces messages au même endroit et sur une même plateforme, ça permet justement de les avoir tous au même endroit et de pouvoir y répondre de manière centralisée, mais aussi d'aller les relire quand le besoin s'en fait ressentir. On va permettre bien évidemment de… Oui. On se permet juste de vous dire qu'il vous reste une petite minute. D'accord, ok, pas de souci. Donc voilà, en tout cas, sur la plateforme, on va également trouver des professionnels, on va également apporter un support émotionnel. Et sur l'après,
La plateforme va permettre d'accompagner les familles sur l'ensemble des démarches qui sont à exécuter face à un décès et également de gérer la généalogie. Voilà. Et du coup, je vous mets ici les coordonnées du site internet, donc alana.life. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous avons pu entendre 3 dirigeants qui s'inscrivent dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Désormais, on va prendre un petit peu de hauteur puisqu'on a la chance d'avoir un grand témoin, Dr Pierre Valette. Vous êtes chef du SAMU 62 au centre hospitalier d'Arras et docteur en philosophie. Et vous allez nous parler des enjeux sociétaux et économiques autour de ce sujet, qui est la mort. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien là? Oui, très bien. Oui, d'accord. Bon. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous faire prendre de la hauteur. Il y avait, il y avait beaucoup de choses profondes qui ont été dites, hein, qui, même si c'était des choses très pratiques, ça n'empêche que ça renvoie à une réflexion. Alors moi, je vais vous présenter une approche de la mort qui est celle, on va dire, qui est celle juste avant la mort. Hein. Qu'est-ce qui se passe juste avant la mort? Et je vais commencer par une petite histoire. Je me souviens d'une dame, hein, de la réflexion d'une dame quand nous étions intervenus chez elle en SMUR pour son mari qui était en arrêt cardio-respiratoire, hein, donc qui avait été tombé inanimé dans la cuisine, et on avait bien tenté une réanimation spécialisée en renfort des pompiers qui étaient déjà présents sur les lieux et qui pratiquaient le massage cardiaque, mais sans succès. Et donc après l'annonce du décès, parce que un décès s'annonce, on parle toujours du constat de décès, mais il y a aussi l'annonce du décès, et nous médecins, nous sommes quand même bien placés pour justement appréhender cette annonce et voir combien elle est difficile. Elle est difficile, bien sûr, pour ceux qui la reçoivent, mais aussi pour ceux qui la donnent. Je demandais à l'épouse où nous pouvions installer le défunt dans une autre pièce, puisqu'il était au milieu de la cuisine, et je lui disais, comme ça, naturellement, hein, spontanément, dans la chambre. Et elle m'a répondu, non, non, surtout pas, c'est le lit où nous dormions. On la comprend, hein. Alors, cet homme qui avait partagé la majeure partie de sa vie avait finalement changé de statut en devenant cadavre suite au constat de décès, hein, que j'avais fait, qui déclare la mort réelle et constante, sans obstacle médico-légal, etc. On coche un certain nombre de cases sur le bon bleu, comme nous on l'appelle, nous médecins, hein, parce qu'il est de couleur bleue. Donc, en devenu cadavre, il n'avait plus accès à la chambre conjugale. Hein. Alors, plus que le certificat de décès, plus que le code civil, c'est le caractère performatif de l'annonce du décès qui fait la mort pour les gens, pour les personnes. Et le médecin intervient dans la mort depuis, historiquement, hein, depuis 1806, dans un premier temps uniquement à la demande du préfet de la Seine, et c'est une circulaire qui va s'étendre à toute la France en 1866, où le médecin doit vérifier la mort. Il vérifie donc la mort et il complète des dispositifs du Code civil de 1804 où la mort était un fait visible et objectif déduit d'une constatation de signes par un officier d'état civil. Hein. Et donc la médecine qui repousse les frontières entre la vie et la mort au point de générer des zones grises, où les patients présentent des signes négatifs de vie, mais ils n'ont pas encore de signes positifs de mort. Et donc des techniques de réanimation permettent de redonner vie à des patients pour lesquels, il y a encore peu de temps, on les aurait laissés pour morts. Hein. Ainsi, par exemple, on peut remplacer les fonctions cardiaques et pulmonaires défaillantes par la pause, même en dehors de l'hôpital, hein, c'est-à-dire sur le domicile, sur le trottoir, dans le métro,
de matériel de circulation et d'oxygénation extracorporelle. Hein, c'est un petit matériel qui permet de suppléer à la fois le cœur et les poumons, puisque c'est une petite pompe qui tourne et qui irrigue les organes et qui en même temps apporte de l'oxygène. Alors, parfois, le maintien en vie n'est qu'un maintien de survie des organes par leur perfusion en vue d'un prélèvement. Donc, le patient devient donc un donneur, et dans ces cas-là, c'est un donneur à cœur arrêté. Alors, il y a les situations où le cœur bat encore, mais le cerveau ne reçoit plus de sang, c'est ce qu'on appelle la mort encéphalique, hein. La mort rose, d'ailleurs, alors, mort rose, pas un mauvais jeu de mots lacanien, mais c'est mort rose parce qu'effectivement, les patients ont un état d'apparence très vivant, puisqu'ils sont colorés et qui autorisent donc tous les prélèvements d'organes et tissus. Et donc, dans certaines circonstances, la mort ne peut plus être simplement constatée, elle doit être définie, instituée, afin de pouvoir enlever à des êtres humains vivants le statut de sujet de droit. Pour le don d'organes, on déclare la mort d'un donneur pour soigner un receveur. Pour la greffe cardiaque, c'est encore pire, puisque comme on va prélever un cœur, on tue littéralement, puisque au moment où le cœur est prélevé, il y a vraiment acte de décès complet, puisque là, le cœur ne bat plus. On tue un donneur pour ressusciter un receveur, puisque la personne qui va recevoir le cœur à un moment donné est en arrêt cardiaque, à un moment donné, et donc peut-être considéré comme mort, le cœur ne bat plus et va recevoir le nouveau cœur. Mais pour le droit, c'est le constat qui tue. Hein, je reprends une expression de Marcella Yacoub, spécialiste en bioéthique du droit, en droit de la bioéthique plutôt. Et seul le constat tue, en fait. Il tue en faisant comme si la victime était déjà morte, et dans ce meurtre, ce n'est pas l'être humain qui est tué, mais le sujet de droit. Ainsi, Marcella Yacoub, pour Marcella Yacoub, le constat de mort peut traiter un être vivant comme s'il était un cadavre, alors que la mort n'est ni réelle ni constante dans les faits. Donc il y a une économie de la mort qui arraisonne le droit français pour disposer des produits du corps dans un usage communautaire pour faire un usage social des cadavres. Et donc il y a une nouvelle économie de la mort, un nouvel enjeu de société qui apparaît avec la pression, la pression médicale, on pourrait dire, d'une nécessité d'avoir des organes et de justement de faire en sorte que ces organes puissent être prélevés dans les meilleures conditions. Et il y a une autre économie de la mort qui là aussi est un nouvel enjeu de société qui est apparu depuis maintenant pas mal d'années, mais qui a été relayé par une promesse d'un président de la République en campagne de réélection avec l'expression de suicide assisté. Alors c'est un terme qui justement nous parle à nous médecins, parce que le suicide c'est quelque chose que l'on vis-à-vis duquel on lutte en permanence. Et le suicide assisté fonctionne presque pour nous comme un oxymore. Hein, c'est une assistance médicale au suicide, paraît antinomique. Mais c'est aussi dans un climat sociétal bien particulier. Hein, c'est l'individu contemporain qui est de plus en plus autonome dans le choix des soins qui lui sont dispensés. Et les 20 ans de la loi Kouchner, les 20 ans de recul de la loi Kouchner sur le droit des patients, le droit des malades, l'a bien rappelé. Hein, et ces personnes veulent prolonger l'autodétermination jusque non seulement dans le choix de mourir, mais aussi dans celui de la date de la mort, puisque dans un suicide assisté, la date est fixée. Alors, il y a une autosaisie du Comité consultatif national d'éthique en juin 2021 qui a rendu un avis sur les questions éthiques relatives aux situations de fin de vie. Et c'est révélateur de l'importance de la pression de la société civile sur le sujet. Hein. Alors, en clair, la réflexion porte sur la question d'une légalisation ou une dépénalisation
dépénalisation de l'assistance au suicide. Et un sondage Ipsos d'ailleurs de 2019 révélait que 99% des Français y étaient favorables. Alors, on a vu des interventions dans les médias. Lynn Renaud, par exemple, dans l'émission Envoyé spécial de avril 2021, qui appelait à voter la proposition de loi sur l'euthanasie, revendiquant le choix pour mourir. Parce qu'il y aurait le constat partagé qu'on meurt mal en France vis-à-vis d'un certain fantasme du bien mourir, de la bonne mort. Alors, dans le même temps, l'hôpital où on meurt aussi, hein, on meurt d'ailleurs plus que chez soi, hein, selon les chiffres de l'IGAS, on meurt à 60% dans l'hôpital. L'hôpital à qui on a reproché durant la crise Covid de laisser mourir des personnes, notamment des personnes âgées, en refusant leur admission en réanimation, ou tout simplement en les empêchant d'être transportés à l'hôpital. Alors l'hôpital devient le miroir de toutes ces ambivalences sociétales. Hein. Alors, dans le vivre et laisser mourir, laisser vivre ou laisser mourir, pour le médecin, il n'y a pas de caractère péjoratif à la notion de tri, tant que le mot est accolé à l'adjectif médical. Hein, c'est la médecine et non le médecin. C'est la réflexion médicale et non la réflexion du médecin. Hein. C'est une affirmation d'expert et non une affirmation d'un expert qui préside au concept de tri. Mais pour la société, et on le comprend, le médecin ne doit pas être celui qui décide seul de qui va vivre ou qui va mourir. La notion de tri médical a ému l'opinion publique par sa visibilité hein, durant la crise sanitaire, une crise sanitaire qui se poursuit, qui se poursuit là avec une crise du système de santé et la fuite massive de professionnels, toutes catégories confondues, vers d'autres horizons, mettant en danger notre système hospitalier. Alors que donc on passe son temps, le gouvernement hein, injecte régulièrement des centaines d'euros, des milliers d'euros, qui s'ajoutent à l'objectif national des dépenses de santé, l'ONDAM, pour fixer la loi de financement, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale votée par le Parlement. L'hôpital, en dépit de ça, est à l'os, pour reprendre une expression syndicale. Hein, on comprend les inquiétudes des soignants quand, face à de tels propositions de loi, quand il s'agit de faire de la place pour des malades dans de plus en plus nombreuses urgences, alors que le nombre de lits d'hospitalisation diminue chaque année. Hein. Alors, faire de la place, c'est la traduction du roman Soleil vert, dont a été tiré un film dans les années 73, hein, qui justement retrace une société de surpopulation dans laquelle les individus les plus âgés sont amenés à non pas avoir un suicide assisté, mais à volontairement se soumettre à la mort, hein, volontairement par justement une décision sociale. Hein. Donc, on peut comprendre l'inquiétude des professionnels qui travaillent dans les services de soins palliatifs soumis à la tarification à l'acte et dans une telle interrogation d'un médecin de soins palliatifs, hein, Sophie Ruot, dans un article qu'elle avait titré la T2A m'a tué. Hein, la question c'est faut-il calquer nos soins sur les recommandations de la Caisse primaire d'assurance maladie, où les soins paraissent devoir être systématisés, ou faire valoir nos valeurs humanistes. Hein. Alors en effet, on peut imaginer que des lois sur l'euthanasie puissent permettre, si on vraiment pousse le curseur très loin, puisse permettre des décisions qui sont actuellement illégales de suicide assisté ou finalement de mise à mort, n'ayons pas peur des mots, de mise à mort de patients qui justement permettrait de gérer une économie hospitalière qui est en grande difficulté. Hein, dans les services de soins palliatifs,
au-delà d'un certain nombre de jours d'hospitalisation, le patient ne rapporte plus rien de l'hôpital et donc l'hôpital est à perte. Et c'est justement le travers de cette tarification à l'acte, et c'est dans ce sens-là que la consoeur parle de l'AT2A m'a tué, en référence à un célèbre Omar m'a tué, hein, puisqu'elle l'écrit de la même façon, hein, tuer, T-U-E-R. Et donc, je ne voudrais pas prendre plus de temps puisqu'il est déjà 3h moins 5, mais c'est sur peut-être cette note un peu pessimiste du lien entre économie et mort que je voudrais maintenant écouter vos questions et échanger avec vous. Merci beaucoup pour votre intervention. Justement, on arrive au temps des questions et je vais passer la main à Morgane Donzel, qui travaille également pour la CRES, qui va prendre vos questions pour que chaque intervenant et intervenante puisse y répondre. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que moi, je ne me suis pas présentée. Je suis Morgane Donzel et je suis assistante de direction à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Hauts-de-France. Et j'ai participé à l'organisation de ce webinaire sur un appui logistique. Parmi les questions qui ont été posées depuis le début de ce webinaire, j'en ai relevé 2 qui ont été posées dans le chat et je pourrais vous donner la parole à tour de rôle. Je souhaiterais d'abord commencer par les questions qui ont été posées dans le chat. À l'attention de Michael Desquirez, il y a une question qui demande du coup si dans le cadre de vos interventions, est-ce que vous abordez aussi des conférences autour des rites d'autres religions telles que la religion musulmane et ou bouddhiste? Alors oui, je n'ai cité que les dernières conférences, hein. On a aussi reçu Martin Julliard-Coste aussi qui parle des rites funéraires en général et dans l'historique des rites funéraires. On a aussi une conférence prochainement en fait en lien avec l'association Oméga Soins Palliatifs justement sur ces rites funéraires musulmans et juifs. Bouddhistes, je ne sais pas. Et au niveau de la fédération, il y aura aussi une formation dans le programme de formation 2023 sur justement les rites funéraires dans les différentes religions. Et voilà, je tiens à préciser que notre association est laïque, même si j'ai parlé de l'intervention du prêtre, du père Gabriel Ringlet, hein. En fait, on donne aussi la parole voilà, à des gens de différentes religions. Merci pour votre réponse, Michael Desquirez. À la suite de ce webinaire, il y aura quand même un compte-rendu qui sera fait avec le recensement des questions et des réponses qui seront apportées. Il y a une seconde question qui a été posée dans le chat à destination de Marie Salmon d'Alana, qui vous est demandé du coup quel est votre modèle économique. Oui, bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la plateforme est gratuite pour les familles, mais en effet, on est une start-up et on a aussi besoin finalement d'une rémunération. Donc, chez nous, la rémunération est tirée du B2B. Ça veut dire que ce sont les entreprises qui nous payent. Et donc, par exemple, on va toucher des commissions sur les services vendus via la plateforme. Donc là, comme sur vraiment n'importe quel commerce, puisque si vous rentrez dans un magasin et que vous achetez une boisson X ou Y, le magasin va tirer une commission de la boisson vendue. Nous, ça va être exactement la même chose. Donc, par exemple, sur les fleurs qui peuvent être achetées via la plateforme Alana pour un geste de sympathie, alors le fleuriste va nous reverser une commission et ça va être la même chose sur l'ensemble des services achetés. Et également, les professionnels peuvent nous rémunérer pour obtenir de la visibilité et être référencés sur la plateforme. Merci à vous, Madame Salmon. Il y a une autre question de Yasmina Darbelé de la région Hauts-de-France. Oui, merci. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs, la CRES, les étudiants Sciences Po, et également un grand merci pour la qualité remarquable de leur intervention à tous les partenaires qui ont été présents. Alors moi, je suis chargée de mission économie sociale et solidaire à la région Hauts-de-France. J'avais une question, aussi une information à vous donner.
Actuellement, nous sommes 3 chargés de mission ESS pour la région. Moi, j'ai plutôt en charge le territoire de l'ex-Picardie, donc les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. J'ai un collègue, Quentin Pile, qui s'occupe plutôt du département du Nord. Je crois que Stéphanie ou Mickaël, vous le connaissez. Et un autre collègue qui s'occupe du Pas-de-Calais. Alors, juste pour rappeler que la région peut soutenir des projets au titre de l'économie sociale et solidaire. Et n'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre de mes collègues pour Nord-Pas-de-Calais. Alors, ma question, est-ce que vous avez connaissance ou vous-même dans vos projets de développement ou d'extension, peut-être moins concerné la plateforme, des structures du même type en ex-Picardie, donc dans l'Aisne, l'Oise et la Somme? Merci à vous et encore merci pour tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Est-ce que Mickaël Desquirès ou Séverine Mazurel souhaiteraient répondre, ou même le docteur Pierre Valette? Pour la part des coopératives funéraires, à ce jour, non. Dans les Hauts-de-France, il y a celle de Lille, et après, non, les autres porteurs même de projets se situent pas au nord de Paris, pas pour l'instant. Mais j'ai bon espoir. Mais j'ai compris le caractère novateur de votre démarche, en tout cas. Oui, ben moi, je peux répondre aussi. Alors, c'est vrai que nous, c'est Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai que nous sommes plus dans le nord. Pas-de-Calais, il y a vraiment un projet de se développer. Alors, on avait une piste sur la côte d'Opale, qui, pour des raisons de santé des personnes qui voulaient prendre le relais, n'a pas pu se faire. Mais vraiment, on est en recherche d'extension et d'aller justement dans des zones, effectivement, Somme, Picardie, qui sont pas du tout dotées, en fait, en structure d'accueil, d'accompagnement du deuil, et puis dans des milieux aussi plus ruraux, en fait, où il n'y a pas forcément non plus de structure. Alors, on a un relais à Arras avec une autre association quand même, mais voilà, ça reste l'histoire d'une personne par-ci, par-là, et ce serait vraiment, enfin, c'est vraiment dans nos projets de pouvoir développer des structures. Alors après, tout ça repose vraiment sur du bénévolat et sur des volontés humaines, donc et ça demande aussi de l'infrastructure parce qu'il faut un local pour nous accueillir, et puis il faut aussi avoir la capacité d'intégrer dans la structure générale, en fait, de nouveaux bénévoles. Donc on a vraiment besoin d'appui, en fait, effectivement, de conseil général, des mairies, et voilà. Donc bienvenue et merci pour votre proposition. Merci à vous de votre réponse. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une question aussi qui demandait s'il y avait une association Vivre son deuil qui existait dans la Somme ou dans l'ancienne Picardie. Monsieur Ridou, est-ce que nous avons répondu à votre question? Alors, si je peux me permettre, je peux compléter, c'est que en fait, il n'y a pas forcément non plus de structure physique dans certains départements. Cependant, les personnes qui sont plus isolées, voilà, dans certaines régions, peuvent quand même appeler finalement l'accueil de Vivre son deuil Nord-Pas-de-Calais ou la fédération, parce que nous proposons aussi des accompagnements via Zoom ou via le téléphone. Et nous avons quelques bénévoles qui finalement le font. Alors, c'est plus problématique quand il faut rejoindre un groupe de parole. Mais voilà, récemment, on a un monsieur qui est venu de Dunkerque, parce qu'à Dunkerque, il y a une association relais, mais il n'y a pas de groupe de parole dans cette association. Donc, ce sont des choses qui se font. Et il n'y a pas plus tard que 15 jours, une dame qui est venue de Toulon. Sa fille était étudiante à Béthune et elle était très récemment endeuillée de son mari. Et en fait, elle cherchait une association et vraiment, elle nous a contactés parce qu'elle était sur Béthune, et elle était étonnée qu'il n'y ait rien dans sa région, quoi. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un rayonnement régional qui est à développer, mais encore une fois, voilà, ça demande des hommes et du temps. Très bien, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui souhaiteraient obtenir une réponse? Très bien. Eh bien, je vais... Peut-être me permettre de poser une question à Marie Salmon. En fait,
par rapport à votre plateforme, dans quelle mesure vous pourriez aussi être le relais finalement d'associations d'accompagnement, puisque vous mettez soutien émotionnel, accompagnement dans la durée. Est-ce qu'il y a un rapprochement qui pourrait éventuellement se faire? Tout à fait, on a déjà, Un numéro de téléphone, tout simplement. oui, oui, on référence déjà des associations sur la plateforme et on a en effet une catégorie dédiée à ça, donc sans aucun souci pour vous relayer. Merci. Très bien. D'autres questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie aussi les intervenantes et nos animatrices, Céleste et Camille, pour la qualité de leur animation et du passage de parole. Et je vais passer le relais à ma collègue Rachel de Brinca pour la clôture de ce webinaire. Oui, merci, merci Morgane, merci Camille, Céleste pour l'ensemble de cette animation. J'avais juste encore un petit mot à vous dire par rapport au mois de l'ESS. Il reste encore quelques jours avant la fin. Et donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez explorer cette thématique, à vous rendre sur le site du mois de l'ESS et à aller voir en région ce qui s'y passe. Et je vous rappelle donc du coup qu'il y aura un dernier événement autour de l'éducation à Sciences Po et avec Sciences Po. Encore merci pour votre participation. Le webinaire a été enregistré, donc nous vous renverrons l'enregistrement voilà, de ce webinaire. Bien sûr, on ne pouvait pas être exhaustif non plus sur cette thématique et vous l'aurez compris, on a aussi fait des pas de côté par rapport à cette thématique. Encore merci pour vos questions et puis on vous dit à bientôt pour d'autres webinaires ou conférences. À très bientôt, au revoir. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.